C'est parti. Bonjour à tous. En tout cas, merci d'être présent. Voilà. Un webinaire sur comment amorcer une démarche biodiversité dans mon organisation. Je vais vous présenter une méthode et quelques outils. Alors rapidement pour me présenter, donc je m'appelle Hortense Serré, je suis docteur en écologie et donc je suis la fondatrice de Nabi Écologie. J'ai une douzaine d'expériences sur le domaine de la biodiversité. Donc, je suis plutôt scientifique de formation. J'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis écologue de terrain. Je fais du conseil en stratégie biodiversité et je fais aussi beaucoup de formation. Euh, J'aide encore des gens. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de rendre le sujet accessible aux interlocuteurs en entreprise et de leur donner envie d'agir. Voilà. L'idée, c'est de développer un peu une méthodologie un peu 360 pour accompagner les entreprises dans les démarches biodiversité, avec une phase de diagnostic et une phase de plan d'action. Donc, en fait, les phases de méthodologie, c'est aujourd'hui, comme je vais vous le montrer, quelque chose d'assez classique. Il y a des standards aujourd'hui maintenant de référence. Et l'idée, c'est aussi de mobiliser des outils pour affiner les diagnostics et guider les plans d'action. En gros, les outils, ça peut être différentes choses. Ça peut être des outils très sur mesure. Donc là, c'est un exemple de scoring sur les pressions de différents matériaux de construction qu'on avait fait pour un client. Là, par exemple, c'était une fenêtre en bambou. Voilà, il y avait une pression potentielle sur les espèces exotiques envahissantes un petit peu plus importante. Et en fait, l'idée, c'est de comparer en fait des pressions de différents matériaux. Et aussi, on peut créer des cartographies euh, un peu, euh, un peu sur mesure sur des sites, par exemple, pour hiérarchiser les risques liés à la présence de zones protégées. Voilà, donc ça, c'est des petits exemples de ce que je peux faire. Mais alors, pour commencer, est-ce qu'on va faire un petit sondage? Est-ce que parmi vous, alors je sais qu'il y en a qui ont déjà fait plein de trucs, vous avez déjà réalisé une fresque de la biodiversité, donc vous mettez A, des études d'impact dans le cadre de nouvelles constructions, des diagnostics, une stratégie biodiversité, un rapport RSE. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? A, B, E, rapport RSE, stratégie, ok. Formation carbone 4, E, rapport RSE, ok. A, C, D, E, F, ok. Ouais, donc vous avez déjà fait des choses, donc pas mal de fresques, ça c'est bien. Ok. Et maintenant, si je vous, sur une échelle de 1 à 5, pour un petit peu voir si j'approfondis certaines notions ou pas, à quel point vous vous sentez à l'aise sur la notion de biodiversité ou pour parler de biodiversité dans votre entreprise ou à des gens de manière générale? Ceux qui font des fresques qui doivent normalement être un peu à l'aise. Ok, 3, 1, 2, 4, ok. 2, ok. Bon, un petit peu de tout, j'ai l'impression. Ok. Merci, merci pour vos réponses. Donc, je vais reprendre quelques concepts clés pour mettre un petit peu tout le monde au même niveau. Bon, la biodiversité, il y a une définition que j'aime bien, qui est le tissu vivant de la planète. C'est une définition de Robert Barbeau, qui est un ancien président du Muséum d'histoire naturelle. Et en fait, cette idée de tissu, je l'aime bien parce que c'est quelque chose d'assez cohérent, voilà, qui crée quelque chose de cohérent au niveau de la planète. Et sinon, bon, la définition que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent déjà, c'est que en fait, la biodiversité, c'est un ensemble de composantes et de variations, d'interactions du monde vivant, où on distingue trois niveaux d'organisation, donc la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi d'imaginer que toutes ces composantes sont en interaction les unes avec les autres. Encore un petit icebreaker, si je vous parle d'écosystème, sachant qu'un écosystème, c'est un environnement physique dans lequel évolue une communauté d'espèces. Est-ce que vous auriez des exemples d'écosystèmes à nous donner dans les commentaires? Un marais, ouais, montagne, rivière, lac, une forêt, un pot de fleurs, exactement. Les glaciers, la tourbière, ouais.
En fait, voilà, donc une forêt, c'est assez classique. En fait, ce qui est intéressant, l'estomac, ouais, ouais, super. La forêt est un écosystème et en fait, le chêne est lui-même un arbre dans une forêt et aussi lui-même un écosystème parce que vous allez avoir une communauté d'espèces qui est liée au chêne et pas forcément à la forêt. Voilà, donc l'idée, c'est de voir que tous ces écosystèmes sont imbriqués un petit peu les uns dans les autres. Et voilà, nos intestins, l'estomac, exactement, le microbiote. Donc ça, je peux passer rapidement. Et quand on parle d'interaction dans un écosystème, en fait, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va maintenir l'équilibre de l'écosystème. Donc, en fait, pour qu'un écosystème fonctionne, donc c'est ce qu'on parle aussi de fonctionnalité en écologie, et on a des espèces qui se mangent entre elles, donc c'est les relations trophiques qui se nourrissent d'autres espèces. Il y en a qui coopèrent, donc c'est par exemple les insectes pollinisateurs avec des fleurs, ce qu'on appelle les relations mutualistes. Il y en a qui favorisent d'autres espèces. Donc, tout ça maintient un équilibre et il peut y avoir parfois des perturbateurs, donc comme des espèces exotiques envahissantes qui rentrent en compétition et qui vont déstabiliser. Donc voilà, donc en fait la biodiversité repose un peu sur ces systèmes qui sont en interaction. Et comme vous le savez sans doute, aujourd'hui on a un petit souci, c'est que les- la biodiversité s'effondre, donc ça, 73, moins 73%, c'est la baisse de population au niveau mondial qui est sortie, c'est l'indice planète vivante du WWF, donc c'est le dernier chiffre qui date de décembre dernier. En fait, c'est 73% des populations, donc de l'abondance en fait des espèces qui s'est effondrée. Et donc, vous connaissez sans doute aussi le dernier rapport de l'IPBES, en fait, qui a permis vraiment de donner des chiffres sur l'état de la biodiversité des écosystèmes, avec par exemple un rythme d'extinction des espèces qui est entre 100 et 1000 fois supérieur au rythme naturel. Un autre chiffre hyper alarmant sur 75% des terres émergées qui sont significativement altérées. Donc, aujourd'hui, on vit ce que certains scientifiques appellent une sixième extinction de masse. Et ce rapport, il a permis de hiérarchiser en fait les causes finalement du problème qui sont liées aux activités humaines et de montrer en fait d'essayer de quantifier les différentes pressions. Donc c'est les causes d'érosion de la biodiversité. Donc on arrive avec en tête la destruction des habitats naturels. Ça explique 30% de l'érosion de la biodiversité terrestre au niveau mondial. Vous avez après la surexploitation des ressources, les changements climatiques qui sont que, entre guillemets, à 14%. Bon, après, on verra sur les nouvelles publications qui devraient arriver en 2025-2026, peut-être que cette pression va monter. Les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Alors, il faut prendre aussi cette hiérarchie un peu avec des pincettes parce que ça dépend des contextes. Par exemple, si vous prenez la biodiversité marine, en fait, la première cause d'érosion de la biodiversité marine, bah, c'est la surexploitation des ressources. Et à votre avis, si on part dans les îles, comme une certaine personne va bientôt partir, si on va à Tahiti, à votre avis, c'est quoi la première cause d'érosion de la biodiversité dans les îles? Petite question. Ah ouais. Ouais. Bien joué, Elisabeth. Tac au tac. Ouais, voilà, donc c'est les espèces exotiques en extinction. Donc en fonction en fait des localisations, en fait, ces pressions peuvent changer, mais en gros, on va dire cette catégorisation, cette hiérarchie, elle est quand même assez générale et plutôt, c'est ce qui est un peu la majorité de ce qui arrive au niveau global. Ensuite, un petit point sur la biodiversité et les activités économiques. Alors j'aime bien reprendre ces idées de René Passé. Il y a plein de- pas admis. Admettre tout le monde, pardon. Euh, En fait, l'économique et le vivant. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous invite fortement à le regarder. En fait, donc, dans les années 70, il y a une prise de conscience assez forte que l'environnement et les ressources naturelles, que en tout cas, la sphère économique génère des externalités négatives et que ces externalités doivent être mieux intégrées au modèle économique, par exemple les pollutions, etc. Et donc, vous avez un modèle de René Passé pose qui montre qu'en fait, la sphère économique appartient à la sphère des activités humaines qui elle-même appartient à la biosphère. Bon, aujourd'hui, c'est un peu bon, moi je trouve que c'est quand même du bon sens, mais c'était pas forcément du bon sens à l'époque, et c'est pas forcément du bon sens tout le temps. Euh, et il nous dit quoi, René Passé, que aujourd'hui, si tous les biens de la biosphère n'appartiennent pas à la sphère économique, enfin à la sphère marchande, tous les biens marchands, en revanche, appartiennent à la biosphère et obéissent à ses lois. Donc là, on a un petit peu les prémices de ce qu'on va appeler les services écosystémiques. Et un autre truc que j'avais retrouvé,
Il nous dit la plupart des atteintes portées à la nature ne révèlent pas leur existence aux agents économiques, ne révèlent leur existence qu'à partir du moment où elles ont franchi les seuils de tolérance du milieu. Donc la pollution de l'eau, par exemple, n'engendre la nuisance que dans la mesure où elle dépasse les facultés de régénération spontanée de cet élément. Donc là, je ne sais pas si ça vous parle, mais on aborde un petit peu la question aussi des limites planétaires. Donc déjà en 79, vous avez René Passé qui nous dit que, attention, la sphère économique appartient à la biosphère et que en fait, les limites de la biosphère vont conditionner les limites de la sphère économique. Bon, ce qui est entre nous plutôt du bon sens. Euh, mais c'est pour ça qu'il y a cette notion de service écosystémique qui a émergé dans les années 90. Donc, qui est une notion qui est assez anthropocentrée, mais qu'on peut aussi un petit peu décentrer, on va le voir. Donc, c'est des biens et services que les humains tirent directement ou indirectement du bon fonctionnement des écosystèmes. Et vous avez aujourd'hui, on va dire, trois ou quatre grands types de services. Donc, les services d'approvisionnement, qui sont ce qu'on tire directement de la nature, donc l'eau douce, les ressources médicales, les matières premières, etc. Vous avez aussi ce qu'on appelle les services de régulation et de soutien. Donc, souvent, elles sont mises un petit peu dans le même sac, ces deux types de services. Donc, ça va être toute la régulation du climat, de l'eau, des nutriments, la pollinisation qu'on connaît bien, mais aussi la photosynthèse, la formation des sols, etc. Et vous avez aussi des services culturels, donc qui sont en fait tous les bienfaits, toute la valeur restaurative que la biodiversité peut avoir vis-à-vis de l'humain. Donc aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle la biophilie, donc c'est voilà, toutes les aspects restauratifs de la nature. Et c'est aujourd'hui, par exemple, super bien documenté. Il y a pas mal d'articles scientifiques qui montrent en quoi se balader dans des espaces verts, la proximité à des espaces de nature, fait du bien à la fois au mental et au physique des humains. Donc ça, c'est important, les services, parce que c'est ça aussi qui va un petit peu structurer. Aujourd'hui, ça devient un peu standard. Et voilà, on va en parler parce que c'est comme ça qu'on va organiser un petit peu la pensée. Donc les services, en fait, à la base, c'est quand même un instrument de mesure économique des dépendances des activités humaines au capital naturel. Donc, c'est vraiment un outil d'économiste à la base, ce qui permet par exemple de donner un prix, entre guillemets, à la pollinisation, ou en fait de se dire finalement, si on n'avait pas de pollinisateur, combien ça nous coûterait? Bon, bah, si on n'avait pas de pollinisateur, ça nous coûterait entre 235 et 580 milliards de dollars par an. Voilà, les chiffres sont un peu larges, mais c'est pas facile à quantifier. Vous avez aussi un autre papier qui a été fait en Australie où il montrait qu'une colonie de chauves-souris évitait 64 millions de dollars de dommages sur une production de coton parce qu'elles viennent manger en fait les papillons qui sont des ravageurs de coton. Donc voilà, 64 millions de dollars par an pour cette colonie, c'est pas rien. Et aussi, vous avez un exemple dans le bassin de New York où la restauration en fait d'une zone humide n'a coûté entre guillemets que 1 million de dollars en fait, et alors que l'usine de traitement aurait coûté 5 millions de dollars. Voilà. Donc quelques exemples un peu chiffrés. Et en fait, pourquoi on chiffre tout ça? Parce que ça intéresse aussi un petit peu les financiers. Et en fait, il y a pas mal maintenant d'assureurs et de banquiers, etc., qui montrent à quel point les risques liés aux écosystèmes sont importants. So I'm getting a bit further because I'm trying to help Adrien, and there's a ton of work. Ah, So, pardon, vous pouvez couper les micros peut-être? Ceux qui... don't worry. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, on a des chiffres comme 55% du PIB mondial qui dépend directement de la biodiversité, 20% des pays du monde qui sont en risque. Euh, et en fait, vous avez des exemples aussi. Donc, la dépendance crée en fait le risque. Des exemples comme voilà, l'usine de Coca qui pompe directement dans l'eau, dans les nappes phréatiques de petites communes. Bon, ben voilà, si aujourd'hui vous avez une usine qui dépend fortement de l'eau et que vous êtes dans des zones où l'eau va être de moins en moins disponible, ben, ça fait courir des risques à votre activité et aux écosystèmes de manière aussi un peu globale. Donc, si on reprend un petit peu le schéma, aujourd'hui on a la biodiversité qui fonctionne avec des services écosystémiques. Donc en fait, c'est pour ça l'idée, c'est de pas de dire la biodiversité nous rend des services qu'on peut exploiter comme on veut. C'est qu'en fait, ces services, c'est un peu une construction intellectuelle des humains, mais la biodiversité utilise ces services pour elle-même. C'est d'abord elle-même qui en a besoin pour continuer de fonctionner. Et en fait, donc nous, on vient puiser dans ces services pour nos activités économiques.
Donc, c'est là, à ce niveau-là, que sont nos dépendances. Et ces activités économiques, comme on voyait tout à l'heure, elles engendrent des pressions. Donc, il y a 5 grandes pressions. Et ces pressions, elles ont des impacts. C'est-à-dire que c'est les conséquences des pressions qui font qu'aujourd'hui, on a une abondance, on a une baisse, on a une érosion de la biodiversité. Donc, l'impact, c'est vraiment un changement d'état. Et donc, si la biodiversité disparaît, les services qui vont avec disparaissent aussi, et ça engendre un certain nombre de risques. Donc en fait, les risques sont vraiment liés aussi à l'érosion de la biodiversité, et comme on le verra, ils peuvent être aussi liés aux pressions générées par les entreprises, parce que si aujourd'hui on exerce trop de pression sur un milieu, on a des risques, par exemple des risques réputationnels ou des risques réglementaires, qui font qu'on va pas pouvoir le faire, et c'est très bien. Voilà. Donc, quand on comprend un petit peu ce système, ah oui, on a aussi les opportunités. En fait, les opportunités, elles vont être comment finalement l'activité économique va pouvoir remettre un peu d'énergie, va pouvoir restaurer finalement la biodiversité et les services qu'elle rend. Et donc, quand on est une entreprise, on se dit, bah, zut, par où je commence et qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu remettre ce système en marche. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques un petit peu sur cette première partie, avant que je passe un petit peu à comment on passe à l'action pas à pas. Ça va, pas de remarques? Ok, donc je continue. Euh, donc aujourd'hui, pourquoi engager une démarche biodiversité? Eh ben, tout d'abord, pour identifier les risques et opportunités sur les activités de l'entreprise. Donc, il y a plein de risques et d'opportunités qui sont de l'ordre opérationnel, réputationnel, en termes de financement et aussi en termes réglementaires. Ça permet aussi de répondre et d'anticiper les exigences réglementaires, donc notamment les nouvelles directives européennes en matière de reporting. Bon, la CSRD a eu, on ne sait pas trop à quelle sauce elle va être mangée dans le futur, mais voilà, ça va quand même continuer à concerner quelques entreprises, enfin un certain nombre. Construire des indicateurs de performance et de suivi pour communiquer auprès des clients, des partenaires et des financeurs, et pouvoir se positionner dans un mouvement d'entreprise responsable et engagé. Donc ça peut être très intéressant d'un point de vue stratégique. Aujourd'hui, vous avez pas mal de méthodologies qui existent en fonction de la taille de l'entreprise. Vous avez par exemple toute l'approche entreprise engagée pour la nature qui est faite par l'OFB, qui est extrêmement bien. Donc c'est vraiment la méthodologie là qu'on va un petit peu dérouler, sur laquelle on va s'inspirer. Si vous êtes un peu plus avancé, vous avez en fait l'approche LEAP, dont vous avez peut-être entendu parler, de la TNFD, donc c'est la Task Force for Nature Related Financial Disclosure. Voilà. Et en fait, c'est aujourd'hui on va dire un groupe d'experts, une organisation qui est validée, donc en tout cas qui fait pas mal de ponts avec les CSRD. Donc aujourd'hui, vous pouvez aussi suivre cette méthodologie, mais qui est un peu plus pointue, qui demande plus de données, plus d'analyses, etc. Mais qui est très intéressante et plus complète, on va dire. Mais pour commencer, voilà, moi je vous conseille plutôt d'aller sur entreprise engagée pour la nature, qui permet d'avoir un peu une approche pas à pas. Donc en fait, la démarche générale, c'est qu'il y a deux grandes phases. Donc il y a une phase de diagnostic et une phase de plan d'action. Donc la phase de diagnostic, elle va permettre de construire l'ensemble de la chaîne de valeur, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que demande la réglementation, c'est de pas regarder juste les activités propres de l'entreprise, mais l'ensemble de la chaîne de valeur. Identifier les dépendances aux services écosystémiques. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ces typologies de services. Identifier les pressions générées par mon activité, donc sur les 5 grandes pressions, et estimer les impacts négatifs si c'est possible. Alors si c'est possible, parce que vous allez voir que estimer un impact, c'est extrêmement compliqué du point de vue biodiversité. Et en fait, cette première phase diagnostique va permettre de faire une synthèse qui va identifier les enjeux prioritaires, les risques, les dépendances, etc., et les opportunités. Et en fait, une fois qu'on a ça, eh ben, on peut faire un plan d'action qui va consister à d'abord éviter et réduire les pressions, restaurer, voire régénérer la biodiversité et définir des objectifs de performance et des indicateurs pour tout ça. Donc la chaîne de valeur, donc ça c'est assez classique. Donc pareil, ça c'est la source du guide de l'OFB, entreprise EEN, c'est entreprise engagée pour la nature. Donc vous avez vos opérations directes et en gros, votre phase amont, ça va être tous les fournisseurs. Donc tous vos fournisseurs, euh,
Là, par exemple, c'est pour la confection de vêtements. Donc, on va avoir des fibres, des cuirs, enfin, toutes les matières premières que vous allez utiliser, ainsi que le transport. Voilà. Vos activités, bah, ça va être la transformation, le papier, le carton, l'eau, etc. Voilà. Vous avez aussi les jardins des entreprises pour le bien-être des collaborateurs. Et donc, toute la phase aval, ça va être l'utilisation et la fin de vie, finalement, de vos produits. Donc, la chaîne de valeur, important d'identifier la phase amont, in situ et aval. Donc, ça, c'est plutôt facile. Enfin, ça dépend de la taille un petit peu aussi des entreprises. Et donc, sur l'étape 2, identifier cette dépendance au service. Là, on va se poser plusieurs questions. On va essayer de regarder ben, de quelles ressources mon activité a besoin pour fonctionner. Voilà, de manière, on va vraiment faire une liste et on va essayer de se demander la part de l'activité qui est à risque si cette ressource ou la qualité de cette ressource venait à se dégrader ou carrément disparaître. Et est-ce qu'il y a des substituts? Donc là, il y a une méthode, donc qui est une méthode qui s'appelle la méthode ESR, bon, voilà, qui permet un petit peu de hiérarchiser si à quel point finalement la dépendance est forte ou pas. Donc, est-ce que ce service, il est indispensable à l'entreprise? Bah, oui ou non. Et s'il est indispensable à l'entreprise, bah, est-ce qu'il y a des substituts si ce service vient à disparaître? Oui ou non. Donc ça vous permet un peu de hiérarchiser finalement le niveau de dépendance que vous avez à l'ensemble des services qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et une fois qu'on a hiérarchisé ces services, on passe à l'étape 3. On se dit, bon, quelles pressions sont générées par mon activité? Alors attention, il ne faut pas confondre les pressions. C'est souvent le cas, on confond souvent les pressions avec les impacts. En fait, la pression, ça mesure vraiment une altération. Ça va être quelque chose, et en fait, c'est intéressant de passer par les pressions, plus que par l'impact, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus pilotable. C'est plus facile de se dire, finalement, si j'ai un taux d'artificialisation de X, je me mets comme objectif de le réduire de temps. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des objectifs, en tout cas pilotables, sur lesquels vous avez plus la main. Donc, donc voilà, en fait, les impacts, ça va être plutôt les effets ou les conséquences de ces pressions. Donc, quelques exemples. Par exemple, on va relister les 5 pressions et on va se dire en quoi l'activité contribue à cette pression. Donc, un exemple de la pression destruction des habitats naturels. L'indicateur associé, ça va être par exemple le nombre d'hectares artificialisés, le nombre de zones humides détruites, le nombre d'hectares de forêts primaires convertis en agriculture, etc., etc. Donc, c'est vraiment, il faut chiffrer en fait. C'est vraiment l'idée de chiffrer. L'exploitation des ressources, ça va être la quantité de bois exploité, les volumes de pêche, les volumes d'algues, tout ce qui va être consommé et pareil, qu'on va pouvoir quantifier de manière tangible. Ah, est-ce que vous pouvez éteindre vos... S'il vous plaît, parce que ça crée Est-ce que tout le monde peut éteindre son micro, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, merci. Voilà, donc les changements climatiques. Donc ça, c'est un petit peu votre bilan d'émissions, les pollutions. Donc est-ce que mon activité produit des taux de polluants dans l'eau, le sol, la pollution lumineuse, la pollution sonore? Donc il y a plein de types de pollution. Et est-ce qu'elle contribue à l'introduction ou à la propagation d'espèces exotiques envahissantes? Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de quantifier et de rendre tangible en fait ces pressions. Et la question subsidiaire, c'est est-ce que ces pressions, elles ont lieu dans des zones à fort enjeu écologique? Parce que là, ça, c'est encore un élément en plus à identifier. C'est pas pareil si je détruis des habitats naturels dans des zones, entre guillemets, à faible valeur écologique ou en plein milieu de la forêt amazonienne. Donc là, les pressions vont donner lieu à des impacts un petit peu différents. Alors ensuite, sur les impacts, alors là, pourquoi c'est compliqué? En fait, l'impact, ça mesure vraiment la conséquence ou l'effet de la pression. Et mesurer un impact, ça veut dire qu'il faut qu'on ait forcément un état initial. Donc là, c'est un exemple d'un bocage, on est à la campagne. Et donc, vous voyez qu'il y a plein de haies là, et il y a plus de haies. Et on se dit, bon, finalement, la pression, ça va être, on coupe les haies, et on va se demander, finalement, l'impact, c'est quoi? Combien d'oiseaux ça va toucher? Quelle est la population qui va être affectée par ça? Et l'impact, en fait, c'est quand même assez compliqué à calculer. Là, c'est par exemple l'évolution des populations d'oiseaux en milieu agricole. C'est celle-là qui est en moins 29%. Donc, en fait, là, la conséquence de l'agriculture intensive, ça va toucher les espèces des milieux agricoles. Mais vous voyez bien que pour
quantifier cet impact, là, c'est des suivis qui sont faits par Viginature, c'est des suivis du Muséum d'histoire naturelle sur une trentaine d'années. Et donc finalement, pour évaluer un impact, c'est extrêmement compliqué. Ça demande quand même d'avoir pas mal de données d'état initial et de regarder finalement ce qui se passe à un niveau assez fin. Et encore une fois, si on veut regarder l'impact sur la biodiversité, eh ben, il ne faut pas regarder qu'un élément. Il faut regarder ça à au moins plusieurs niveaux de la biodiversité. Là, par exemple, si on parle de la baisse des oiseaux, des spécialistes des milieux agricoles, eh ben, on va regarder qu'une toute petite partie, finalement, de la biodiversité. Parce que n'oublie pas que la biodiversité, c'est pas juste la diversité des espèces. C'est souvent parfois ce qu'on a l'impression. Mais ça couvre vraiment beaucoup d'autres choses. Ça couvre la structure du paysage, la composition, la qualité d'un écosystème, etc., etc. Donc voilà, donc si on veut mesurer un impact, c'est extrêmement compliqué et c'est très compliqué de le mesurer sur l'ensemble des composantes de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir un regard un peu pas global sur ce qui se passe. Alors aujourd'hui, vous avez quand même des métriques d'impact qui sont issues de méthodologies ACV. Donc vous avez par exemple des métriques qui s'appellent le Mean Species Abundance. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Euh, le Potential Disappeared Fraction of Species. Vous avez plein d'autres types de métriques. Et voilà, par exemple, le MSA, il regarde entre un état de référence et un état impacté, comment le nombre d'individus d'une même espèce diminue. Euh, mais là, vous voyez bien que de toute façon, pour le mesurer, il faut bien un état de référence et un état impacté. Donc voilà, donc ça, c'est par exemple une cartographie de STAR, qui est aussi une autre métrique qui est produite par l'IUCN. Voilà, donc vous avez pas mal aujourd'hui de métriques d'impact, mais ces métriques, elles sont extrêmement globales. C'est toujours, voilà, c'est global. Et par exemple, le STAR, là, il est sur des zonages de 50 km, il a des pixels de 50 km, donc ça reste assez peu fin comme échelle d'analyse. Euh, pour évaluer les impacts ou empreintes, vous avez aussi donc des méthodes. Vous connaissez peut-être le Global Biodiversity Score de la CDC ou le Corporate Biodiversity Score qui a été fait par iCare. Et donc ça vous donne en fait des résultats qui, moi, je trouve, sont difficilement interprétables. Alors là, c'est un exemple qui a été fait pour Michelin. En fait, le seul avantage, en tout cas pour des grosses entreprises, c'est de se dire, OK, où est-ce que mon impact est le plus fort? Donc là, c'est par exemple RDC, c'est la République démocratique du Congo. Et donc, on voit bien que là, bon, bah, ils se disent, OK, en fait, c'est vraiment dans ce pays-là que notre impact, il est le plus fort. Donc, peut-être qu'on va devoir faire des choses plus spécifiquement à cet endroit, etc. Donc voilà, mais en fait, toutes ces méthodologies, ça reste des méthodologies qui sont extrêmement coûteuses en temps humain. On n'a souvent pas assez de données, en tout cas, pour remplir tous les tableaux qui demandent de remplir. Donc, quand on n'a pas la donnée, ben, on prend des moyennes sectorielles, donc c'est assez peu précis. Et ça a des vues assez généralistes et c'est adapté plutôt aux grandes entreprises. Parce que bon, quand on vous dit, ah, bah, super, vous avez un MSA par kilomètre carré de temps, bon, bah, c'est difficilement pilotable. À part vous donner un chiffre un peu global, ça va être difficile pour vous de piloter en fait bah, les différentes sections, quoi. Donc, à l'issue du diagnostic, vous avez un état des lieux. Et ça vous permet vraiment de synthétiser des risques et opportunités qui sont liés aux dépendances et aux pressions impact. Ça vous permet d'identifier un peu les enjeux prioritaires et les parties prenantes à impliquer. Et ça vous permet de préparer un plan d'action. Alors, on va faire un petit exercice. L'idée, c'est de vous faire un peu participer. Si par exemple, je construis une chaîne de valeur dans le secteur de construction immobilier, secteur viticole ou secteur tertiaire, à votre avis, en amont, sur le secteur construction immobilier, qui vont être, ça va être quoi mes approvisionnements? Ah, désolé, j'avais pas vu, il y avait pas mal de commentaires. Ouais, c'est ça. En gros, on va avoir tout ce qui va être, disons que la phase amont, ça va être ouais, voilà, le ciment, le sable, tout l'approvisionnement et la transformation des matériaux. Voilà, l'eau exactement. Le secteur viticole, bah, ça va être
De quoi on a besoin pour faire des bouteilles de vin? Bah, l'approvisionnement en tonneaux, des bouteilles, les étiquettes, etc. Si par exemple, je suis dans le secteur tertiaire, je fais du conseil, en fait, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin pour fonctionner. J'ai besoin du numérique, exactement. C'est plutôt la flotte informatique, l'énergie et l'eau, voilà. L'électricité, exactement, le matériel, l'informatique. Voilà. Ensuite, si je passe dans mes activités propres, dans le secteur immobilier, ça va être quoi? Intrants phyto pour le vin, ouais, exact. Donc ça va être plutôt, les intrants phyto, ça va être plutôt dans les opérations directes, comme on va le voir. Donc ça va être, bah, par exemple, secteur immobilier, conception, construction, exploitation. Effectivement, le secteur viticole, c'est l'exploitation de la vigne. Donc là, c'est la manière dont je vais exploiter la vigne. Et par exemple, pour le secteur tertiaire, ça va être le fonctionnement de mes bureaux. Et si on est sur la phase aval, tout le secteur construction immobilier, à votre avis, tout ce qui va être finalement utilisation fin de vie, ça va être la démolition, voilà, déchets. Là, je pense qu'on peut mettre aussi le fait que les bâtiments, est-ce que le bâtiment est entre guillemets réversible ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir une autre vie? Donc ça, c'est intéressant. Parce que finalement, on est obligé de le démolir et on ne peut pas le reconvertir en quelque chose d'autre. Dans le secteur viticole, ça va être tous les déchets, voilà, liés aux bouteilles. Bon, on ne parle pas de l'utilisation des bouteilles de vin par les gens, hein. Secteur tertiaire, voilà, ça va être un petit peu aussi la fin de vie du matériel. Donc voilà, donc ça peut être assez fait de manière assez simple. Et de l'autre manière, par exemple, donc si pour identifier mes dépendances, en fait, il faut juste que je liste les services dont j'ai besoin. Donc après, l'idée, c'est de les lister. Après, l'idée, c'est quand même de les quantifier, d'aller un petit peu plus loin. Mais par exemple, si bah, je suis dans le secteur construction immobilier et je dépends du bois, parce que j'utilise pas mal de bois, de quel type de service j'ai besoin pour produire du bois? Ben, je vais avoir besoin du cycle des nutriments, de photosynthèse, de formation des sols. Je vais essayer, il faudrait que j'ai pas trop en fait de tempêtes pour pas mettre mes forêts en péril. Donc voilà, donc vous avez besoin de la pollinisation aussi. Enfin, vous avez besoin de pas mal de choses, d'approvisionnement, de l'eau, etc. Et si je suis dans le secteur du tourisme, par exemple, là, c'est quoi les services qui vont plus voilà, les services culturels, exactement, la valeur esthétique. Voilà, si, exactement. Donc, c'est finalement, tous les services culturels. La beauté des paysages, etc., etc. Et si, de même manière, je fais du surtourisme et que les paysages sont totalement dévastés, ben, je vais avoir un problème. Pareil, donc quelques exemples pour mesurer les pressions. Par exemple, si je m'approvisionne en bois, à votre avis, ben, comment je vais mesurer la pression sur la destruction des habitats naturels? Allez voir par satellite, ouais, surface déboisée, exactement. Le nombre d'hectares détruits par an, ouais, ça c'est une bonne idée aussi. Voilà, la monoculture, etc. Les types d'essences, diversité des espèces. Alors là, c'est vraiment sur la destruction d'habitat. Donc c'est vraiment le nombre de forêts que je vais exploiter par an. Je vais pouvoir peut-être les différencier, par exemple, en disant, bah, est-ce que ces zones, elles sont dans des zones protégées ou pas protégées, d'intérêt écologique, pas d'intérêt écologique, etc., etc. Est-ce que j'ai des espèces protégées dedans, etc. Sur l'exploitation des ressources. Bon, ça, c'est assez facile pour le bois. En gros, ça va être bah, combien de tonnes de bois j'achète finalement par an? Qu'est-ce que je consomme? Sur les changements climatiques, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est assez simple. Puits de carbone. Alors ça, c'est plutôt les pressions. Donc le puits de carbone, ça va être plutôt dans en quoi je contribue, on va dire, à capter du carbone. Mais voilà, c'est toutes les émissions qui sont liées aux engins d'exploitation, au transport, etc. La pollution, bah, ça va être est-ce que je mets des pesticides dans la forêt? Est-ce que voilà, c'était en fait bah, tout ce qui va être lié aux pollutions du sol, de l'eau, etc. On oublie parfois la pollution sonore. Par exemple, bah, si j'exploite pendant les périodes de reproduction, etc., ça peut déranger des espèces et avoir des conséquences. Voilà. Et donc, les espèces exotiques envahissantes, bah, est-ce que l'exploitation du bois, est-ce que bah, j'exploite mon bois, où est-ce que je l'exploite, hein? Est-ce que c'est dans des zones tropicales? Bah, peut-être que à force d'utiliser du bois qui vient de loin, je peux
contribuer à l'introduction ou à la propagation d'une ou plusieurs espèces exotiques envahissantes. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les pressions. Et une fois que j'ai fait un petit peu tout cet exercice, et ben finalement, je vais essayer de lister et de hiérarchiser les risques et les opportunités. Donc là, par exemple, un risque opérationnel, ça serait les maladies, la baisse de productivité du bois, ce qui fait que pour moi, si j'achète du bois, et ben, ça va augmenter mes coûts. Donc ça va me faire un risque opérationnel. Et donc l'opportunité que j'ai par rapport à ça, c'est de se dire, bon, bah, je vais prendre des fournisseurs qui ont un mode de gestion adapté, qui augmentent les plantations, etc., pour que la ressource, en fait, reste, voire se développe. Aussi des risques réglementaires. Donc, est-ce que l'exploitation, il y a des espèces protégées, des zones protégées? Donc ça, l'idée, c'est de faire des études écologiques en amont, d'anticiper un petit peu ces réglementations pour être sûr que là où on exploite, on a le droit de le faire et on le fait dans des conditions optimales pour la biodiversité. C'est quoi les risques financiers? Donc, par exemple, si j'ai des zones à fort risque d'incendie, je peux avoir un risque d'assurance. Donc, si les bois ne sont plus assurés, je peux plus les vendre, ou je peux plus avoir ce fournisseur, etc. Et donc là, l'opportunité, c'est d'essayer de faire les choses le mieux possible afin d'avoir accès à des financements intégrant des critères environnementaux, par exemple. Et je peux avoir aussi des risques opérationnels. Donc, si par exemple je suis dans le Morvan et que j'exploite de la forêt, où il y a pas mal de gens qui se promènent et que les gens commencent à se dire non, mais c'est pas possible d'avoir des coupes rases en plein milieu de la forêt, et ben ça peut avoir un risque réputationnel, voilà. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment je fais de ça plutôt une opportunité, dans le sens où, en fait, je vais éviter l'exploitation à proximité de chemins de randonnée, je vais éviter de faire des coupes rases, je vais sensibiliser aussi les personnes qui se baladent dans la forêt, je vais essayer de renforcer mon image de marque engagée, etc. Donc voilà, ça c'est juste un exemple extrêmement rapide, mais l'idée, c'est de lister un petit peu tous ces risques et de les hiérarchiser et d'identifier finalement quels sont les enjeux qui ressortent de manière significative. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à cette phase de diagnostic? Moi, j'ai juste une petite question. Bonjour à tous. Je travaille dans le jouet et dans les peluches. Et en fait, on a une grande problématique parce qu'on n'est pas fabricant. Et en fait, on travaille beaucoup avec la Chine et il y a une opacité sur les données. Et oui, Donc, c'est très compliqué, en fait, de... Nous, on n'arrive pas à remonter la filière bois, par exemple. et ouais, bah oui, oui. Bah Donc, tout ça, ça, c'est compliqué. ouais. C'est beaucoup, c'est souvent le problème en fait. Donc ça veut dire que vous, après, dans votre démarche, ça va être plutôt, vous allez devoir travailler sur justement essayer de rendre plus transparente cette chaîne de valeur et essayer de vous dire comment je peux identifier des pratiques pour être sûr que les jouets que je fais, en fait c'est pareil sur le devoir de vigilance, hein. Comment vous assurez que les peluches ne sont pas faites par des enfants exploités au fin fond d'usines, enfin voilà. Donc c'est un petit peu le même sujet sur la biodiversité. C'est comment aujourd'hui, en fait, toutes les filières vont devoir avoir plus de transparence et comment vous sélectionnez peut-être des fournisseurs qui vous permettent d'avoir des éléments un peu de transparence. Donc ouais, tout est FSC. Ouais, c'est ça. En fait, aujourd'hui, le problème aussi de ces labels de bois, c'est qu'en fait, ils sont pas extrêmement exigeants. Alors, je sais plus si il y en avait l'un des deux ou qui est un peu moins pire que l'autre, mais par exemple, dans ces deux labels, vous avez le droit de faire des coupes rases jusqu'à, je crois que c'est 20 hectares, 10 ou 20 hectares. Enfin, 10 hectares de coupes rases, c'est beaucoup quand même. Donc en fait, c'est des labels, oui, qui sont certes, qui sont des labels où, bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui font des choses très bien, mais si vous poussez vraiment le label au bout, je pense qu'il y a aussi des fournisseurs ou des pratiques qui sont pas forcément très favorables à la biodiversité et qui sont pourtant labellisés. Bon, c'est un petit peu aussi le problème des labels en général. Mais bon, peut-être qu'on peut, ouais, on peut continuer cette discussion un tout petit peu après. Donc, je vais vous présenter maintenant comment on construit un plan d'action. En gros, les objectifs du plan d'action, c'est vraiment de contribuer. Donc, si on reprend un peu les objectifs mondiaux, etc., c'est on se dit comment on peut contribuer à l'inversion de la courbe d'érosion de la biodiversité. Et en fait, bon, sur la biodiversité, on n'a pas de chiffre, on n'a pas de 1,5 degré à pas dépasser, etc. C'est vraiment se dire finalement comment on inverse la courbe d'érosion. Bon, ce qui n'est pas extrêmement clair voilà, comme objectif et qui est difficile, c'est difficile de le quantifier. Mais en fait, l'idée, c'est quand même de se dire on va d'abord éviter et réduire les pressions qui génèrent des impacts négatifs.
Et on va essayer de faire des actions pour restaurer et régénérer les écosystèmes dont les activités de l'entreprise dépendent. Bon, ça peut être autre chose, mais peut-être d'abord on peut se focaliser là-dessus. Et donc, parce que finalement, on ne peut pas régénérer, enfin en tout cas inverser la courbe d'érosion de la biodiversité si juste on n'arrête pas de tout détruire. C'est un peu du bon sens, encore une fois, mais c'est éviter de détruire, c'est mieux que... voilà, c'est vraiment les premières choses à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter et réduire les pressions? Donc, c'est des actions qui visent vraiment à réduire les atteintes aux espèces et aux habitats et indirectement à tous les services écosystèmes qui y sont associés. Donc l'évitement, c'est une mesure qui consiste à supprimer totalement la pression. Et la réduction, on va dire que ça permet d'atténuer un petit peu la pression. Donc ça, c'est un petit peu la même séquence que quand nous, en tant qu'écologues, on fait des études d'impact et qu'on nous demande d'identifier les enjeux écologiques d'un site et d'inciter le promoteur, le maître d'ouvrage, à éviter et réduire les impacts négatifs. Donc c'est un petit peu la même chose. Un exemple de mesure d'évitement, c'est de se dire, je fais zéro construction sur des zones naturelles. Je suis un peu dans du zéro artificialisation, on va dire, où voilà, donc je ne construis pas, j'artificialise pas sur des zones naturelles. Voilà, j'évite. J'utilise 100% de matériaux recyclés ou issus du réemploi. Donc ça, j'évite par exemple la, euh, l'exploitation de ressources. J'interdis, par exemple, l'accès à une zone pendant une période de reproduction de l'espèce. Voilà, par exemple, je fais un peu d'escalade et, par exemple, en Espagne, vous avez une zone qui s'appelle Los Riglos. Ce sont deux magnifiques. Enfin bref, c'est très joli. Et donc, en fait, il y a plein de vautours qui se reproduisent là-bas. Et pour maintenir les vautours, ils interdisent l'accès aux grimpeurs pendant la période de reproduction des vautours. Voilà, parce que c'est une zone qui est extrêmement connue pour l'escalade. Et en fait, la surpopulation de grimpeurs à un moment de l'année, ça peut avoir des incidences négatives. Donc, du coup, ils ont carrément arrêté. Voilà, donc ce qui permet de maintenir l'espèce et c'est très bien. Ensuite, des mesures de réduction des pressions et des impacts. Donc, ça va être par exemple, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre en supprimant le transport carboné de tel ou tel produit. On essaye de replanter des espèces en faveur de la biodiversité sur un projet. On essaye de réguler les flux touristiques parce qu'on ne peut pas totalement tout arrêter. Donc, on régule, voilà, on réduit en fait pour limiter le piétinement, le dérangement, etc. On augmente la durée de vie du matériel informatique parce qu'à un moment, on a quand même tous besoin d'ordinateurs euh, pour travailler. Enfin, ça dépend ce qu'on fait comme travail, mais on est quand même beaucoup à en avoir besoin. On augmente la part de matériaux recyclés, on se convertit vers de l'agriculture biologique, etc. Donc, euh, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après? Donc une fois qu'on a fait tout ça, bon on est content, on se dit ok, j'ai évité et réduit les impacts, mais maintenant qu'est-ce que je peux faire pour améliorer un peu l'existant? Donc c'est là où on passe à l'étape restaurer, régénérer la biodiversité. Alors au sens strict, la restauration, c'est la définition, c'est le processus d'assister la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits. Ça c'est la définition un peu officielle. Donc, l'idée, c'est de permettre à un écosystème de retrouver sa fonctionnalité. Alors, la fonctionnalité, c'est très important, hein, c'est en quoi ça devient enfin, une zone d'habitat, de reproduction, de nourrissage, de migration, etc. pour une espèce. Et donc, sa capacité à accueillir une communauté d'espèces, être connecté au paysage, etc. Donc, la restauration écologique, c'est en fait hyper technique. Voilà, par exemple, la photo là-haut. C'est que parfois il faut vraiment intervenir sur le milieu. Donc là, c'est par exemple la destruction d'une espèce exotique envahissante qui envahit en fait des marais. Et donc là, il faut vraiment venir les arracher, voilà. Et donc il y a des choses qui sont aussi parfois un peu contre-intuitives. C'est se dire pour remettre en état des zones humides ou des marais, il va falloir abattre des arbres, donc par exemple des bouleaux qui viennent en fait pomper trop d'eau et donc qui viennent déstructurer finalement l'hydrologie des zones humides. Et donc voilà, donc ça peut paraître parfois un petit peu contre-intuitif. Euh, mais la restauration, en fait, l'idée, c'est de se dire, quel est l'état initial de référence? Qu'est-ce qu'on veut réavoir comme état initial et quel type d'intervention on va faire? Et donc ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'un état initial d'il y a 20 ans, eh ben, peut-être que si on l'avait laissé, il n'aurait pas du tout la tête de l'état initial d'il y a 20 ans, il serait vraiment très différent. Et donc, l'idée de vouloir restaurer
cet état d'il y a 20 ans est pas forcément adapté au milieu. Donc voilà, donc ça, c'est l'objet de beaucoup de réflexions de scientifiques, d'écologues sur ces questions. Et donc, restaurer la biodiversité, c'est pourquoi, comment, quel type de fonctionnalité on veut retrouver. Est-ce que c'est des services écosystémiques qu'on veut retrouver? Est-ce que c'est des espèces? Est-ce que c'est des populations? Voilà. Donc, c'est assez compliqué sur ce qu'on veut faire et comment on le fait. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on a déjà fait pas mal de boulot, il faut se fixer des objectifs parce que sinon c'est pas drôle. Donc on se fixe des objectifs par rapport à des enjeux prioritaires. Donc c'est ce qu'on va appeler nos indicateurs de performance. Et en gros, ces indicateurs, ça sera utile pour piloter les performances dans le temps. Ça permet de dire, voilà, j'ai réduit de X% les pressions sur telle ou telle pression. J'ai replanté tant d'arbres, j'ai recréé tant d'habitats pour telles espèces, etc. Et ça, ces indicateurs, ils sont indispensables pour communiquer auprès des fournisseurs, partenaires, etc. Donc, un petit exemple de plan d'action. Donc, sur la partie, par exemple, éviter et réduire, si j'ai une charte d'achat responsable avec une sélection de fournisseurs qui suppriment les coupes rases, qui ont un label bio ou PEFC, FSC, etc., ou une politique de replantation, je me donne comme objectif d'avoir 100% des fournisseurs qui répondent aux exigences. Et là, j'évite et je réduis des pressions sur trois pressions. La destruction des habitats, les pollutions, les espèces exotiques envahissantes. Si par exemple, je retravaille ma conception et j'intègre plus de 50% de matériaux issus du réemploi ou recyclés, je réduis l'exploitation, la pression sur l'exploitation des ressources et les changements climatiques qui sont liés à la fabrication voilà, de ces matériaux. Si je me dis je veux 100% d'approvisionnement en filière locale, pareil, je réduis le changement climatique, j'évite l'introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes. En fait, l'idée, c'est d'avoir en fait des plans d'action qui vous permettent de vraiment de répondre et de se dire en quoi ces actions, elles évitent et elles réduisent les pressions. Et après, sur la partie restaurer, régénérer, par exemple, si je veux participer à la restauration d'écosystèmes forestiers, il faut que je me pose quand même pas mal de questions. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Est-ce que mes sites, ils sont localisés à proximité de zones protégées? Dans ce cas-là, il faut que je sois en cohérence avec ces zones, avec l'écologie de ces zones, etc. Est-ce que sinon, moi, je suis pas capable de le faire ou c'est pas l'objet de mon entreprise? Peut-être que je peux financer des actions de restauration localement. Je peux financer des campagnes de reboisement, etc. Et mon KPI là-dessus, ça va être, j'ai fait des actions qui ont permis de restaurer X hectares de zones boisées sur telle période, etc. En partenariat avec telle ou telle partie prenante, asso ou quoi. Si je veux par exemple préserver des espèces cibles, est-ce que j'ai fait des suivis d'espèces sur mes parcelles? Est-ce que moi, chez moi, j'ai telle ou telle chauve-souris qui est hypersensible, en danger, etc. Euh, voilà, localement. Est-ce que je peux participer à des actions qui sont menées par des ONG locales, des conservatoires, etc. Et donc, dans ce cas-là, mon objectif, ça va être, je vais contribuer à la recréation de X hectares favorables à telle espèce cible. Alors, les espèces cibles, il ne faut pas que ce soit les espèces hyper communes, parce que ça, c'est un peu trop facile. Donc, c'est quand même, si on veut être dans inverser la courbe d'érosion de la biodiversité, il faut quand même cibler des espèces qui sont plutôt en déclin. Si vous ciblez des espèces hyper communes, vous participez pas à grand-chose, quoi. Donc voilà, donc augmenter X couples sur telle ou telle période, etc. Donc voilà, donc c'est hyper, c'est un peu, voilà, c'est assez technique et il faut préciser les choses. Euh, donc en synthèse, pour finir, donc la biodiversité, c'est un enjeu stratégique. Aujourd'hui, il faut vraiment faire de ça un enjeu stratégique pour vos activités. Il faut vous sensibiliser, vous former en interne et pour comprendre pourquoi et en quoi la biodiversité et ses services est stratégique pour l'entreprise. Identifier vos dépendances, pressions, risques, opportunités. Ça va être un super exercice pour mieux appréhender, pour mieux anticiper un peu des contraintes futures, voire des pénuries de matériaux ou des choses comme ça. Et ça va vraiment contribuer à la robustesse, un peu au maintien de votre activité dans le temps et peut-être même en faire un enjeu un peu différenciant par rapport à d'autres concurrents. Faut pas oublier que travailler les enjeux biodiversité, c'est aussi travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'outils en open source pour vous accompagner
Donc, je vais donner quelques exemples. Donc, par exemple, sur la partie services écosystémiques, vous avez tout ça. Donc, Resilience for Real Estate, c'est un outil open source de l'OID. Donc, ça, c'est français. Vous avez des cartes sur toute la France. Voilà, donc c'est ce truc français qui est vraiment adapté, on va dire, au territoire. Donc ça permet d'évaluer les risques dépendance et les pressions impact. Vous avez le VVF, le Biodiversity Risk Filter, qui est très bien fait. Pareil, parfois il y a des cartographies qui sont pas vraiment adaptées à la France même parce que c'est des couvertures globales, donc c'est toujours pas parfois pas tout à fait exact. Vous avez la base de données encore, dont je vais vous parler juste après. Et en fait, les SBTN et TNFD, en fait, ces deux-là, c'est vraiment des grosses des méthodologies, mais donc tout est en anglais. C'est assez global, c'est très bien fait, ça vous aide vraiment à faire à faire vos diagnostics pas à pas. Voilà. Ensuite, sur toute la partie espèces et zones protégées, donc vous avez l'INPN, vous avez des portails aujourd'hui où vous avez toutes les zones protégées partout en France. Map of Life, ça c'est une plateforme avec toutes les espèces que vous pouvez aussi trouver qui permettent de cumuler en fait toutes les données de sciences participatives par exemple. Protected Planet sur les zones protégées. Red List, c'est les espèces un peu en déclin de l'IUCN. Et vous avez le GPS en open source. Alors, je ne l'ai pas encore testé parce qu'il y a tout un tas de trucs à installer. Je ne l'ai pas encore fait. Mais pour vos ACV un peu biodiversité, calcul d'empreinte, vous pouvez l'utiliser. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Et voilà. Donc vous avez voilà, toutes ces ressources. Alors juste pour Encore et les SBTN, en fait SBTN s'inspire, prend les bases de données de Encore. Donc pour le tester, pour l'avoir pas mal testé, en fait ils ont remis à jour ça récemment, mais franchement, moi je trouve que c'est pas génial parce que il y a beaucoup de points discutables, il y a des données qui manquent, c'est parfois assez inexact et c'est extrêmement généraliste. Donc en fait, pour piloter, pareil, donc ça vous permet en fait d'avoir des gros indicateurs, d'essayer de vérifier peut-être votre analyse, mais en vrai, moi je trouve que c'est pas vraiment utilisable pour faire un suivi précis. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui ça fait un peu référence et il y a pas mal de gens qui utilisent ça. Mais encore une fois, moi je trouve que c'est pas génial. Euh, pour la cartographie des risques, le VVF Risk Filter, je le trouve plutôt bien fait parce que ça permet de mettre vos sites. Par exemple, donc là j'ai un petit exemple. Hop, on met des sites directement et en fait ça vous fait une matrice de risques. Donc là, c'est par exemple, vous pouvez choisir différents types de risques à regarder. Donc là, j'ai mis par exemple availability, donc la disponibilité pardon, en eau. Donc voilà, donc bon, ça reste assez cohérent. Le seul truc, c'est que parfois, c'est des données qui sont mondialisées et donc parfois, par exemple, sur les espèces exotiques envahissantes, c'est pas vraiment adapté au contexte français. Voilà, vous avez les catalogues TNFD, donc là, vous avez plein d'outils aussi, plein d'outils dedans que vous pouvez aller regarder. Vous avez bientôt un diag biodiversité qui va être mis en place par la BPI. Vous avez 10 jours d'accompagnement par un expert et 70% du coût est pris en charge, donc c'est quand même pas mal. Vous avez une plateforme qui s'appelle Entreprise engagée pour la nature. Donc là, pareil, beaucoup d'outils, beaucoup de ressources. Ça s'appelle Entreprise et biodiversité. C'est fait par Auré. Et donc, c'est vraiment, voilà, vous avez beaucoup de choses là-dessus pour aller voir. Euh, Petite dernière chose, est-ce que l'intelligence artificielle va sauver la biodiversité? Parce il y a pas mal d'outils qui commencent, des plateformes, etc. Il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question. Donc en fait, l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle aussi le machine learning, on l'utilise déjà. Vous avez des techniques d'ADN environnemental qui sont hyper puissantes, là, qui permettent, en prélevant un petit peu d'eau, de savoir toutes les espèces qui ont été détectées dans un plan d'eau. Vous avez de la bioacoustique, par exemple. On utilise ça sur les chauves-souris. On fait de la classification et de l'identification automatique. On peut faire de l'interprétation d'images satellites, etc. Mais bon, même si c'est des outils hyper utiles pour les scientifiques, ça nous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite. Voilà. Il y a quand même besoin de scientifiques. En fait, l'humain est quand même indispensable pour mettre en place des protocoles, des échantillonnages, de vérifier les analyses. Tout ça, c'est très bien, mais il faut quand même prendre en considération, par exemple, la détectabilité des espèces, les biais d'observation, les impacts, etc. Donc finalement, oui, l'IA, c'est super parce que c'est des super outils qui peuvent aider. Moi, le plus important, c'est vraiment de faire des diagnostics biodiversité et ça peut vraiment nous aider sur le terrain, en fait. Donc ça, c'est vraiment super.
Et attention un peu aux promesses de diagnostic en 3 clics, parce que il y a beaucoup de bases de données. En fait, si on prend toutes les bases de données que je vous ai un petit peu montrées, type encore, etc., c'est parfois trop généraliste, c'est pas forcément adapté aux enjeux locaux et c'est peu représentatif de la réalité de vos activités. Donc encore une fois, si vous voulez vous engager dans une démarche biodiversité, je vous invite vraiment à faire confiance à votre bon sens, à pas chercher des trucs trop compliqués. On peut faire des choses simples sans que ça soit simpliste. Je pense que c'est la meilleure des choses. Encore une fois, si la réglementation était si exigeante que ça se saurait. C'est pas dingue ce qu'ils demandent. Euh, voilà, donc ça demande un peu de choses quand même, voilà, de quelques données, quelques peut-être études, etc. Mais je pense que c'est quand même assez abordable. Formez-vous en interne, appropriez-vous le sujet pour avoir un regard critique aussi sur tous ces outils qui sont en cours de développement. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est aussi de créer vos outils un peu en interne qui seront mieux adaptés à vos besoins et aux spécificités de vos activités pour faire un peu c'est suivi. Voilà, il est 31, c'est ce que je voulais vous raconter. Merci à ceux qui sont restés. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je suis un peu dispo maintenant, je peux balayer finalement toutes les questions que vous avez. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? Alors, je reprends un peu. L'état initial change naturellement. Ouais. Oui, CF source au-dessus, c'est ça. Matière recyclée. Oui, la présentation, je vais vous l'envoyer. Ouais, le GBS source, c'est récent. Ouais, c'est assez récent, le GBS open source. Il faut aller voir. En fait, il faut installer tout un tas de trucs sur votre ordinateur pour faire tourner le système. Mais encore une fois, je ne l'ai pas encore. Euh, Parce que c'était payant. Oui, en fait, ce qui est payant, c'est le GBS. C'est le GBS pas open source. Donc là où vous devez faire appel à des consultants qui sont agréés GBS. Et ça coûte effectivement assez cher. Hortense, j'ai une Oui, question. Parce que là, tu as pris des exemples sur des entreprises qui sont quand même assez connectées avec le vivant dans leur chaîne de valeur. ouais. Si tu es en entreprise de service ou au contraire très industriel, enfin, je pense à des gens qui sont, par exemple, dans la métallurgie, des choses comme ça. Comment tu fais ton diagnostic dans ces contextes un peu plus éloignés du vivant? Alors, sur la partie, par exemple, service ou métallurgie? Alors, Ben, l'un ou l'autre, enfin. Voilà. en fait, service, comme je disais tout à l'heure, c'est par exemple, en fait, effectivement, les chaînes de valeur vont être plutôt plus simples. Mais sur le service, on va se dire, ça va être plutôt la chaîne, ça va être tous les matériaux finalement qui sont indispensables aux ordinateurs. Parce qu'à un moment, les terres rares, etc., ça vient de quelque part. Et en fait, là, on va se retrouver sur la partie approvisionnement en matériaux et donc les carrières. En gros, là, ça touche le sujet des carrières. Est-ce que, alors ça, j'ai pas mal le souci, enfin, en tout cas, c'est des questions qui se posent avec le monde de l'immobilier parce que ça reprend toujours cette notion de matière première et c'est de savoir à quel point les fournisseurs des matériaux qu'on va utiliser, est-ce que les carrières ont des plans, par exemple, de réhabilitation après exploitation. Donc, en fait, en France, c'est assez bien encadré parce qu'il y a une réglementation assez forte depuis longtemps. Donc les carrières, elles savent qu'elles sont obligées de réhabiliter. Et en fait, il y a même, alors c'est très contre-intuitif, mais une carrière, par exemple, de roches massives, de roches massives qui va être totalement réhabilitée après 30 ou 40 ans d'exploitation, elle peut être plus riche en biodiversité après que avant. Parce qu'en fait, ça crée des genres de falaises. Alors, c'est pas partout, hein, vraiment, mais parfois, en fait, on peut se rendre compte que des carrières de roches massives, ça crée des falaises, ça crée des zones humides. Et si au bout de 40 ans, 50 ans, on arrête de l'exploiter et hop, on passe à autre chose, ça peut créer des zones qui sont en fait mieux que ce peut y avoir avant par rapport, par exemple, à des zones boisées. Enfin, je veux dire, si on prend les deux extrêmes, on peut se rendre compte que le bois est pire pour la biodiversité que une zone de carrière hyper bien gérée avec un super plan de réhabilitation. Donc, bon, bien sûr, hein, c'est deux extrêmes, deux exemples un peu extrêmes que je prends. Et par exemple, voilà, je suis pas sûre que les carrières de lithium au fin fond du Chili
soit très, voilà, et des politiques de restauration écologique après. Donc ça, le problème, c'est que ça dépend vraiment des réglementations locales. Mais là, sur les problèmes des matériaux, on en revient vraiment à l'exploitation et l'extraction des matériaux. Merci. Voilà, ça va être ça le sujet plutôt. Et après, bah, sur la métallurgie, ouais, bah, c'est pareil. Sur la métallurgie, après, on va avoir bah, les usines, l'implantation des usines. Est-ce que les usines, je veux dire, elles occupent du sol, donc c'est de l'occupation du sol. Est-ce que l'usine a des intentions de s'agrandir, donc d'artificialiser encore des zones, etc., etc. Donc là, on est dans une démarche plus après de infrastructure, quoi, de création d'infrastructures. Merci. Il y a d'autres questions? D'autres remarques? Est-ce que ça va? Est-ce que c'était clair? Voilà pour mon premier webinaire. Propos clairs, méthodo, ok, super, bah merci Ludovic. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres réflexions, commentaires, bah, je vous remercie beaucoup d'être resté, d'être là et, jusqu'au bout. Et bah, merci beaucoup. Et écoutez, j'espère peut-être à bientôt. Bon, je reste encore 5 minutes hein, s'il y en a qui veulent papoter. En tout cas, j'arrête l'enregistrement. À bientôt, merci beaucoup.